Alors ce soir, donc, c'est Florent Deschausse qui va nous présenter comment augmenter la puissance de son âme. Bonsoir à toi, Florent, Bonsoir Lucas, et bienvenue. Alors, ce soir, merci. donc, la thématique tourne vraiment autour de l'âme, qui va être le sujet vraiment principal, et comment augmenter sa puissance. Oui, Si tu veux, peut-être qu'on peut commencer par une rapide définition de ce qu'est pour toi l'âme, peut-être. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? déjà c'est un sujet énorme. On a une heure pour juste parler de l'âme, hein, c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Alors voilà, comment je définirais l'âme? La première chose, c'est quelque chose qui est impalpable, qui est plus une représentation intuitive qui me donne de l'information par l'intériorité, donc comme un lecteur intérieur, mais aussi quelque chose qui va me permettre d'interagir avec l'extérieur en, en discussion avec l'extérieur. Alors, on le fait en permanence, évidemment, avec notre cerveau, avec nos, nos sens, tout ça. La spécificité de l'âme, pour moi, c'est qu'elle permet d'avoir quelque chose, un regard altruiste sur les choses, un regard altruiste sur les événements, sur les interactions, sur les gens, sur moi-même. Voilà. Euh, on, on parle vraiment de l'âme dans sa fonction spirituelle. L'âme, pour moi, elle amène aussi quelque chose dans le... euh, moi, j'aime bien parler d'une boussole intérieure, c'est-à-dire il y a des endroits où on ne va pas, il y a des opportunités où on va, où on explore, où on progresse, où on a des curiosités. Voilà, c'est une forme de curiosité intérieure. Et de ces curiosités, en fait, on va dégager quelque chose de l'ordre de euh, d'un retour sur investissement avec cet extérieur nouveau. Ce retour sur investissement, c'est-à-dire ça me permet de progresser, de, de dégager le fruit de l'expérience, la sagesse, de la conscience, vraiment ce qu'on appelle de la conscience. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien entre l'âme et la conscience de l'âme. Et donc, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous rendus aux mêmes endroits. Il y a des endroits où on est très conscient. Et quand je parle de conscience, c'est pas la conscience psychique, hein, comme on l'entendrait en thérapie, en psy en général. C'est une conscience spirituelle qui est très très en lien avec l'intuition du vivant. L'âme a quelque chose pour moi. Alors ma définition, je sais qu'elle est un peu longue. Euh, L'âme pour moi amène quelque chose en lien avec euh, la conscience de qui je suis et peut-être vers quoi je vais, et avec une notion de progression qui vient impacter directement mon cœur et le sens de l'incarnation, de ce que je suis venu faire sur Terre dans cette vie, voilà, au-delà de la matérialité. On a à peu près tous besoin d'un minimum de matérialité pour vivre en confort, être bien, voilà, dans une maison abritée de la pluie, chauffée, et aussi quand on a assez de matérialité pour être en confort, il y a quelque chose qui a besoin d'une autre nourriture. Voilà, moi j'aime bien parler de nourriture de l'âme. Euh, voilà ce qui me viendrait là tout de suite. Est-ce que tu as d'autres pistes que j'aurais pu omettre? Parce que ça peut Ouais, arriver moi, ça me paraît être une bonne comme, attaque, et en tout comme je cas suis une en... bonne introduction à ce sujet. Ouais. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours à toi, Ah, un petit peu alors, plus de qui tu es, de qu'est-ce qui t'a ouais. amené à tout ça, ton expérience, que ceux qui ne te connaissent pas et qui sont là, qui puissent vraiment appréhender un petit peu plus ton expérience autour de ça. Alors, bon, j'ai un parcours assez important dans les soins. En fait, j'ai eu dans ma vie plusieurs des grands rails. Le premier grand rail, c'est qu'est-ce que l'énergie? Tout de suite, pendant mes premières études de kinésithérapeute, je voulais comprendre qu'est-ce que c'était l'énergie. Et puis, le deuxième, ça a été la relation à l'invisible, au monde des rêves. Et donc, après, je suis venu par le chamanisme. Et puis, le troisième, j'ai envie de dire, mais tout ça, c'est lié évidemment, ça a été
transformer la souffrance. Alors, à l'époque, honnêtement, j'avais un peu du mal à percevoir combien je souffrais moi-même, mais il y avait quand même quelque chose qui me tirait vers l'avant pour transformer dans mon système mes propres souffrances. Et puis, bon, bah voilà, j'ai fait ce long chemin. Ce qui a été très important pour moi, bah, ça a été la période jungienne, donc en psychanalyse jungienne, où j'ai appris un petit peu toute la mythologie à travers le décortiquage et la lecture symbolique des rêves. Et j'ai presque envie de dire la lecture mythologique de la vie, comme si la vie était une odyssée, une mythologie qui se déroule. Et puis ensuite, le travail avec le chamanisme, ça aussi, ça a été quelque chose de vraiment fondateur et transformateur chez moi, qui m'a, je dirais, ouvert l'esprit à l'invisible de façon plus tangible. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que par le chamanisme, avant j'avais les rêves, donc c'est quand même quelque chose d'assez tangible, des rêves, mais par le chamanisme, il y a vraiment le pont entre l'invisible et la matière qui s'est peu à peu de mieux en mieux concrétisé. Et le travail en essénien, donc ça a été toute la partie augmenter, pour faire très simple, ma puissance de magnétiseur, de guérisseur, mais surtout avec un changement de plan de conscience, voilà, une agitation, pas une agitation, une accélération, même si ça crée de l'agitation, une accélération dans mes capacités à mieux percevoir l'invisible, on va dire. Voilà. Et tout ça m'a mis en grande animation parce que le travail sur l'âme, c'est ça aussi, c'est que c'est quelque chose qui permet de s'animer dans la vie, dans sa vie avec. Ici, on a quand même la chance de pouvoir se diriger dans un certain nombre d'opportunités de vie, de rencontres, d'expériences, et bien de sentir que il y avait des grands élans qui s'ouvraient à moi et que je pouvais suivre et qui ont amené quelque chose de passionnant. Et le travail sur l'âme, pour moi, ça a été quelque chose qui a accéléré mon processus de découverte, et puis le processus du guérisseur, et puis au bout d'un moment, le processus de devenir enseignant. Voilà, donc j'enseigne depuis peut-être une grosse dizaine d'années. Voilà. Avant d'enseigner, j'ai beaucoup participé à des groupes où j'accompagnais les enseignants. Donc, je sais pas, j'ai dû faire ça 20 ans, 15 ans avec les animateurs avant d'oser moi-même enseigner. Et cette audace de passer le cran de la consultation individuelle au groupe, euh, comment je vais dire ça, ça a été vraiment en lien avec cette rencontre de l'âme et la montée en puissance de l'audace à m'animer vers l'enseignant. Voilà. Et c'est toujours compliqué de passer d'écran, d'autant que j'avais ni aucune légitimité pour être guérisseur, j'ai pas de guérisseur dans la famille, ni aucune légitimité dans l'enseignement, j'ai aucun enseignant dans la famille. Donc c'était que des épreuves à traverser et les principaux obstacles étaient moi-même. Voilà. Comme souvent. Mm. Et c'est très bien parce que ça me permet de rebondir un petit peu sur la question du rôle de l'âme dans le développement de chacun et chacun un petit peu sur son, si on peut utiliser le mot chemin de vie. Oui. À ce niveau-là, est-ce que tu pourrais creuser un petit peu plus à ce côté rôle et surtout peut-être enchaîner avec la partie qu'est-ce qui vient un petit peu obstruer cette énergie qui est Alors, contenue dedans. oui. Alors, c'est vrai que le rôle, c'est toujours compliqué. Évidemment, comme le travail de récupération d'âme en chamanisme, ça a été le premier stage que j'ai créé, qui a vraiment bouleversé ma vie, ou en tous les cas qui a accéléré quelque chose où j'avais un peu les mains serrées sur les freins. Donc c'est vrai que le passage par la récupération d'âme, par cette audace à proposer aux gens l'accompagnement pour pour travailler la récupération d'âme chez eux, etc. Ce cap a été pour moi une mise en jambe d'audace et de me tester comme enseignant. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de modèle pédagogique vraiment qui me convenait, donc ça a été de me trouver. Et pour moi, un des rôles fondamentaux de l'âme, c'est aussi qu'il n'y a pas deux âmes qui se ressemblent. On va parler de grandes familles d'âmes,
Mais la spécificité, c'est de trouver quel est j'ai envie de dire, la fréquence spécifique de mon âme. Et pour chacun, le challenge, c'est de trouver qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ma spécificité? Voilà. Donc ça, ça me donne, comment dire, moi, ça a toujours été ma curiosité me concernant, c'est qui je suis là-dedans à l'intérieur, parce qu'il y a des costumes officiels avec des diplômes, des machins, des bidules, mais je sentais qu'il y avait à l'intérieur de moi quelque chose en lien avec le mystère, avec l'invisible, avec la force spirituelle qui m'anime. Et dans toutes les traditions, pour parler de l'âme, c'est toujours, c'est jamais simple, c'est toujours très poétique. Voilà. Donc cette force de vie spécifique, unique, et cette soif d'avancer, cette soif de progresser, cette soif d'évoluer, elle n'est pas présente chez tout le monde. Dans la fonction de l'âme, il y a une fonction, je dirais, d'agitation. Ça agite la conscience, ça agite. Faut avoir faim. Faut avoir faim pour progresser. Voilà, pour avoir envie de progresser, pour avoir envie de comprendre. Moi un de mes moteurs aussi importants, c'était comprendre. Et c'est en lien avec l'intuition. L'autre grande fonction de l'âme, c'est il y a certains gouffres où on peut se perdre, où on n'y va pas. Euh, Est-ce que tu peux être un peu plus précis là-dessus? Parce que oui, c'est très imagé. j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que j'allais donner comme exemple de ça. Par exemple, euh, moi, en astrologie, je suis du signe du poisson, donc ça veut dire que sur mon terrain perso, j'ai une fragilité avec la grande thématique des addictions. Donc, addiction à l'alcool, aux drogues, aux états de conscience un peu trop éclatés, quoi. Et en fait, intuitivement, j'ai en moi, autant je peux sentir, bon, autant je pouvais sentir, parce que maintenant c'est plus là, mais autant je pouvais sentir quand j'étais plus jeune ma fragilité à cet endroit-là de vouloir me mettre la tête à l'envers, hein, pour être, je pense que là tout le monde comprend. Et autant il y avait quelque chose en moi qui me disait non, n'y va pas, il y a un endroit à ne pas dépasser. Voilà. Et toutes les addictions sont concernées. Voilà. Donc il y a des endroits comme ça où je ne vais pas. Par exemple, là, chez moi, c'est jamais de politique. Je fais pas de politique. Je sais que c'est pas mon talent. Voilà. Il y a quelque chose qui s'oriente naturellement. Quand je donne des stages sur l'âme, je parle d'une boussole intérieure et dans la boussole, ça donne le nord. Voilà. Alors des fois, c'est le nord qui est un peu calé par là, qui est un peu calé par là. Donc pour ceux qui n'ont pas l'image, je fais un peu droite-gauche, quoi. Mais la boussole du nord, elle donne jamais le 180 degrés derrière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des zones où c'est fait, on n'y va pas. Voilà. Je sais pas, moi, j'ai jamais manipulé les armes. J'aime je me suis jamais battu. Enfin voilà, il y a des endroits où ça paraît tout bête et évident en soi, mais c'est juste des endroits où on ne va pas. Et puis l'âme, pour moi, c'est l'endroit aussi qui oblige à se mettre en curiosité de quelque chose. Voilà, je suis curieux de ça. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important et un conseil que je donne souvent aux gens, je dis, allez visiter les endroits où vous êtes curieux. Vous ne savez pas si ça va être un petit passage, un long passage, une petite étude, une longue étude, mais écouter l'appel intérieur d'une découverte. Alors, surtout, il y a des découvertes aujourd'hui qui sont raisonnables. Enfin voilà, si c'est des gros investissements, que je veux faire le tour du monde en bateau à voile, voilà, ça peut être des choses un peu compliquées et longues à mettre en place. Mais c'est voir que l'âme a des appels. Mais après, une fois qu'on a dit ça, on a vraiment notre saboteur intérieur, notre illégitimité qui des fois est très structurelle et très invalidante. Et cette illégitimité, c'est une blessure et un travers de l'âme. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment parlé de beaucoup de choses qui sont très positives dans la fonction d'animation de l'âme, de mettre en mouvement, mais il y a aussi tous ces freins dans ces endroits où l'âme, je dirais, pas complètement calée, n'est pas complètement, comment dire, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont en jachère dans l'âme, donc des potentiels qui sont à déployer, et puis il y a des endroits qui sont vraiment inversés.
je le reprends, il y a des endroits actifs, acteurs, dynamiques, émetteurs qui donnent de l'élan. Et puis, il y a des endroits où on n'est pas du tout acteur, où on est le pied sur le frein, et donc on a plutôt une énergie qui freine. Si je le dis autrement, qui je suis pour mériter et oser faire ça, me mettre en avant, oser écrire, publier mes poésies, oser faire une expo de peinture. Voilà, on a tous des moments où on a l'élan et vraiment le poison qui vient nous faire douter, nous arrêter radicalement. Voilà. À l'intérieur, c'est un petit peu cette lutte et ces ambivalences qu'on expérimente en permanence. Et en fait, tout le travail sur l'âme, dans ma perspective, consiste à repérer la grande thématique du saboteur ou de la saboteuse pour les femmes. Comment je me sabote, comment je m'interdis. Mhm. Et les endroits où j'ai moi, ce que j'appelle des zones en jachère, c'est-à-dire des dons, des potentiels, une énorme marge d'évolution, mais que je n'ose pas assumer ou que je n'ose pas enclencher. Voilà. Par exemple, chez moi, j'ai mis 20 ans à rentrer dans une chorale parce que j'étais sûr que je chantais faux. Voilà. Enfin bon, ça venait de la famille, par exemple. Voilà. Et puis, pour oser enseigner, il m'a fallu au moins 12 confirmations que c'était un peu mon chemin de vie ou un chemin d'audace, quoi. Voilà. Donc le rôle, c'est ça, c'est éclairer, mais ça éclaire le potentiel et l'interdit. Et donc c'est pour ça que cette puissance de l'âme, lorsqu'elle se guérit, bon, j'utilise le mot guérison, mais on va dire quand elle s'améliore, en fait, elle Mhm. augmente sa puissance de radiance. Et cette puissance donne une forme d'autorisation intérieure que l'extérieur a hâte d'accueillir. Et très souvent, donc ça pose la grande thématique de l'ego, parce qu'il faut quand même être gonflé pour oser proposer un stage, pour oser proposer une exposition, pour oser proposer un livre chez un éditeur, voilà, etc., etc. Donc, il y a vraiment un ego qui peut se nourrir à la fois d'un excès d'ego, moi je, mais souvent ça part un petit peu en cacahuète, ça, il y a un effondrement qui arrive assez vite. Autant l'ego se nourrit aussi des inversions de cette âme qui dit, en fait, j'ai aucune légitimité. Voilà. Ma vie est un accident, mon incarnation est un accident. Voilà, je suis un mystère pour moi-même, un mystère pour le vivant, donc un mystère pour mon environnement. Voilà, donc j'ai pas de légitimité à oser. Donc c'est tous ces gestes créatifs et cette puissance créatrice qui est à questionner dans ce regard sur son âme. Voilà. Et c'est l'aspect spirituel, parce que dans l'aspect spirituel, il y a l'aspect, une mission au-delà de l'ego, au-delà de moi, ce que j'appelle se mettre au service du monde. Voilà. Il faut un peu d'ego, mais c'est plus une mise en lumière et assumer sa lumière, point barre, sans attachement, sans excès de moi-je. Et en même temps, il faut un peu de moi-je pour le faire. Donc c'est un peu, Ouais. C'est c'est toute nos ambivalences et la paisibilité que ça peut amener ou pas. ouais. Voilà. J'étais un petit peu long, je m'en excuse. Voilà, Non, mais c'est très si bien, tu c'est voulais très complet. clarifier. Non, mais ce que tu expliques bien, c'est qu'en l'occurrence, là, l'ego qui est souvent un petit peu, on va dire, dans le discours global, un petit peu tordu en deux, etc., où on dit il faut pas avoir d'ego, etc. Tout ce que tu expliques bien, c'est que là, en l'occurrence, c'est pas une mauvaise chose d'avoir de l'ego. Au contraire, c'est ce qui permet d'avancer. C'est d'avoir un ego surdimensionné voilà, qui est vraiment problématique. Ce que j'aime bien aussi, c'est que tu es en train de faire un petit peu le lien avec, en fait, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec, entre guillemets, cette puissance spirituelle que dégage Mm. l'âme? Qu'est-ce qu'on va apporter après dans le monde réel, palpable, pour pas Ouais, rester un petit peu, entre ouais. guillemets, perché en haut? Est-ce que tu pourrais rapidement revenir sur, peut-être que ça va parler à beaucoup de gens qui nous regardent, sur ce qui peut justement venir baisser un petit peu cette puissance de l'âme, que chacun puisse identifier un petit, enfin, je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais Mm. dans les grandes lignes, pour après peut-être enchaîner un petit peu sur comment venir passer au-delà de ces barrières. Oui. Alors, c'est vrai que là, j'ai parlé de ce qui
inverse ou ce qui freine cette puissance de radiance, d'expression et de liberté d'expression de l'âme. Donc en fait, c'est l'aspect traumatique, les traumas. Dans le chamanisme, on appelle ça la perte d'âme. Alors, perte d'âme, déjà, il faut rester calme. On perd jamais toute son âme. Si on perd toute son âme, c'est qu'on est mort. Parce qu'il faut quand même que c'est un peu le carburateur de la voiture, quoi. Si je Ouais. démonte le carburateur de la voiture, il y a la voiture, mais cette petite pièce est majeure dans la dynamique de la voiture. Donc, au niveau de l'âme, c'est un peu la même chose. Par contre, si je prends une autre image, il y a quelque chose dans cette radiance qui peut s'effriter. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la perte d'âme. Donc, les choses qui traditionnellement effrite l'âme puissamment, pour le coup, c'est dès qu'on a la peur de mourir, dès qu'on se fait humilier, maltraiter, rejeter, abandonner, voilà, il y a quelque chose qui se sent souillé, non reconnu, diminué. Voilà, c'est vraiment la maltraitance, la grande thématique de la maltraitance et les peurs de mourir. Donc, c'est toute la zone traumatique qui peut se mettre en place des bébés. Voilà, avec toutes les maltraitances infantiles, les bébés secoués. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, hein, mais voilà, c'est tout ce qui est maltraitance ou le miracle de la vie à travers un bébé, à travers un être vivant n'est pas reconnu. Donc, tous les endroits où un être est abusé, intrusé, voilà, violenté, etc., etc. Donc ça, c'est la période après la naissance. Et on a aussi quelque chose qui vraiment diminue la puissance de l'âme, ben, c'est la période intra-utérine. Et honnêtement, on ne sait pas trop comment ça marche. Il y a par exemple, il y a des ex-bébés qui, pendant leur période intra-utérine, vivent à travers le couple parental, la mère, de grandes difficultés, par exemple malnutrition, des décès, des deuils, voilà, vraiment une ambiance de grossesse compliquée. Et ces bébés-là, ils naissent tranquilles et relativement épanouis. On ne sait pas trop comment ça marche. Et puis à l'inverse, on sait par exemple que c'est un de mes dadas d'exploration, de travail et d'accompagnement, c'est tout ce qui est trauma intra-utérin à travers la perte gémellaire intra-utérine. Ouais. Donc en tant que survivant d'une perte gémellaire, clairement, là, on y laisse des plumes et la dynamique de l'âme est complètement secouée dans tous les sens à cet endroit-là. Donc là, on a quand même des perturbations dans la dynamique de l'âme à s'exprimer, en tous les cas, librement, et j'ai envie de dire presque de façon ordonnée. Souvent, Mm. les jumelles, les jumeaux naissols qui ont vécu ce trauma-là, il y a quelque chose de désordonné dans leur système nerveux, donc dans leur système de pensée. C'est tout le grand terrain des 10 dyslexiques, graphiques, 10 mathématiques, 10 calculiques, 10 rythmiques, etc., etc. C'est le grand terrain des 10. Donc c'est comme s'il y avait beaucoup de pièces de puzzle qui étaient un peu mélangées dans tous les sens. Voilà, c'est mon côté italien, je parle pas mal avec les mains. Et donc l'âme, elle est impactable avant la naissance, après la naissance, toute sa vie. Et pour travailler ça, pour la récupérer et la structurer, l'améliorer, c'est quand même un job qui réclame de l'investissement, mais c'est un investissement qui vraiment amène des pépites. En essénien, par exemple, on parle de rayon dominant. Et qu'est-ce qu'un rayon dominant? Si on prend les couleurs de l'arc-en-ciel, ben, en fait, il y a me traverse une colonne de lumière de couleur blanche, par exemple, mais dans cette colonne, il y a une prédominance, par exemple, qui va me mettre plus en accord avec du génie dans la construction, dans ma représentation en 3 dimensions, dans sentir la résistance des matériaux. Voilà, pour les bâtisseurs, par exemple, qui ont vraiment ce génie-là. Pour d'autres, ça va être l'art du vivant à travers s'occuper d'animaux, à travers l'intelligence de la relation avec la terre-mère, avec la nature, avec voilà, tout ce qui est vivant. Pour d'autres, bah, voilà, moi c'était le soin, hein, l'accompagnement de la souffrance. Voilà donc ce qu'on appelle ce rayon dominant. Et plus on travaille sur l'âme avec le temps, plus on s'approche de ce qu'on pourrait appeler sa destinée spirituelle, quoi, qu'il y a quelque chose en lien avec ce rayon dominant ou les quelques rayons, parce qu'on a en général un rayon dominant, puis un petit peu des rayons associés, et ben, ça donne une couleur, une spécificité qui permet de se révéler peu à peu dans la matière
Et la difficulté, en fait, c'est de sentir que si je suis que dans la matière, je suis à côté de la plaque, je suis que dans la matérialité, dans ces Picsou, quoi, voilà, j'accumule, j'accumule, je collectionne, je collectionne. Il y a quelque chose, on sent, qui est pas ajusté là-dedans, dans cette boulimie matérielle, ou à l'inverse, le rejet de toute matérialité, hein, c'est la même pièce qui s'exprime soit dans l'excès d'accumulation Bien sûr. ou dans le refus de comment dire, de tout confort. Et, euh, et le challenge, c'est de percevoir que intuitivement, dans ce monde intérieur, il y a une reliance spirituelle presque indicible. Moi, je dis toujours que la sensation spirituelle, le contact à sa force spirituelle est plus intime que sa propre gynécologie, quoi. C'est extrêmement intime, c'est presque indicible. Les mots manquent, voilà. Et c'est comment on fait le lien entre euh, euh, un feeling, une intuition intérieure spirituelle qui est quasiment impalpable, transiter par l'énergie du cœur pour le révéler dans la matérialité. Voilà. Je peux philosopher tout seul 24 heures sur 24 chez moi, dans ma salle de bain, mais si je prends un clavier et puis que je me mets à écrire ma vision de la philosophie sur un tel ou tel sujet, ben, je mets dans la matière ma façon de percevoir la philosophie, par exemple. Et chez moi, par exemple, ça a été vraiment une étape importante que j'imaginais pas, en fait. C'est que je suis extrêmement dysorthographique. Enfin voilà, j'écris un peu à ma façon. Je suis très créatif au niveau de l'orthographe et de la syntaxe. Et pourtant, j'ai des choses à dire. Et en même temps, j'étais confronté au fait de très mal lire, hein. Je lis à peu près à la vitesse d'un CM2 normal. Donc, voilà, je comprends rien quand je lis. Voilà, c'est tout abstrait pour moi, le langage des mots. Donc, ça s'améliore, mais quand même, c'est quand même quelque chose de compliqué. Et le paradoxe, c'est d'avoir envie d'écrire un livre. Voilà. Donc, ça m'a amené à faire beaucoup de travail sur l'âme pour me permettre de m'autoriser et me motoriser de, pour me m'autoriser à écrire un livre sur le chamanisme et sur l'âme notamment, en trouvant que, et en étant certain que tout allait déjà être écrit et que moi, je n'allais rien apporter au monde du chamanisme et de l'écriture et tout ça. Voilà. Donc, c'est tous ces crans-là qui sont à passer pour réussir à mettre dans la matière un appel intérieur et qui vient confronter, j'ose pas dire 1000 obstacles, mais 9900 obstacles, quoi. Voilà. C'est vraiment ce job-là, la fonction de l'âme de nous mettre dans notre zone d'inconfort où on va être obligé de vraiment de se secouer le cocotier pour réussir à honorer, et honorer avec un H majuscule, un appel intérieur qui est quelque part dépasse. Voilà. Et ça a été pareil bah, pour la création de l'Institut Arc-en-Ciel qui propose un programme de 3 ans parce que voilà, je sentais qu'il y avait, enfin, j'avais ma petite pierre à apporter au moulin des programmes proposés en France, en francophonie, quoi. Et de dire, j'ai le feeling, mais donc ça a été 3 ans d'écriture avec une map mind sur le mur. Enfin voilà, de mise en place et d'oser. Voilà, d'oser. Pour moi, c'est ça la fonction de l'âme, concrètement mise au service d'une matérialité et en même temps avec le moins d'attachement possible. Ce n'est pas ma possession, c'est ma mise au service. Voilà. C'est pour moi ce qui différencie le mouvement de l'âme du mouvement de l'ego, pas forcément bien calé. Voilà. Moi, j'avais juste une petite question. Bonjour, monsieur Tuchose. Bonjour. Voilà. Quand vous parlez de quand une femme est enceinte, est-ce que c'est possible qu'on ait deux jumeaux, en fait, et que parce que j'avais déjà entendu qu'il y avait que chaque mère, en fait, avait deux, enfin, qu'on avait en fait des jumeaux, en fait, même si le deuxième n'est pas. Ouais. Ah, Alors, par rapport à la période intra-utérine, euh, on sait aujourd'hui euh, qu'on a entre 40 et 60% de grossesses qui sont multiples.
Voilà. Mais on a quand même des grossesses qui sont juste avec un embryon et une fécondation. Mais on a beaucoup plus de grossesses multiples qu'on l'imagine. Après, la difficulté, c'est de repérer, en fait, et les traditions anciennes parlent de ça, c'est que l'âme ne s'incarne pas totalement dès le début de la grossesse. Et pour aller même un peu plus loin dans ma façon de percevoir la révélation de l'âme, de son lien avec l'âme dans le vivant, c'est que l'âme continue, euh, c'est pour ça que j'utilisais le mot jachère, mais continue de progresser bien après la naissance, y compris chez l'adulte. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui continuent de se déplier, de se déployer, de se potentialiser et de se révéler au fil du temps. Donc il y a quelque chose qui peut être imprégné pendant la période intra-utérine, donc si on a des jumeaux, ou des triplés, des quadruplés, tout ça, mais ce n'est pas si systématique que cela, en fait. Voilà. Je ne sais pas si je réponds assez bien à la question, mais c'est... En fait, le vivant est extrêmement varié, extrêmement complexe, extrêmement riche de créativité, comme la nature. Quand on regarde la nature et le monde minéral, végétal, animal, on voit une profusion de possibilités. Mais chez nous, humains, on est tout sauf des modèles standardisés, même si on aimerait que l'on soit très standardisé pour nous vendre des produits standards qui fonctionnent pour tout le monde et tout ça et tout ça. Voilà. Encore, comment vous identifiez les couleurs? Vous parlez de potentiel, donc chaque être Alors, humain a une ouais. couleur. Et aussi Bon, par rapport, quand vous parlez de l'enfant, vous parlez de la dynamique de l'âme, la dynamique de l'intérieur. Est-ce que vous parlez de l'enfant intérieur? alors, je vais déjà répondre à la première question. En fait, quand j'utilise le mot rayon dominant et les couleurs, on- euh, c'est une image pour qu'on ait une représentation en fait de qu'est-ce que c'est qu'un rayon dominant. Un rayon dominant, c'est une compétence spirituelle incarnable et incarnée qu'on va être plus capable de mettre en brillance et en révélation dans sa vie. Voilà. C'est pour ça que j'utilise ce vocabulaire-là. Euh, et ce qu'il faut percevoir aussi, c'est que euh, il y a beaucoup de gens qui se sentent très isolés, très seuls dans leur vie, parce que totalement, ils se sentent comme des vilains canards. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde, dans cette famille? Je ne me reconnais pas dans mon environnement. Ça a à voir avec l'aspect unique d'une incarnation qui ne se reconnaît pas dans des modèles standards. Par exemple, à l'école, on le voit très vite aujourd'hui avec les enfants qui sont très souvent des hauts potentiels, qui sont ce qu'on appelait les zèbres, les indigos, etc., etc. Donc, on a plein de mots différents pour dire, voilà, là, on a des êtres spirituels uniques qui manifestent des compétences particulières. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça marche? Et comment on peut leur proposer un programme standard? On ne peut pas. Il n'y a pas de standardisation. Et c'est d'abord cette reconnaissance de l'unique qui permet petit à petit, dans la curiosité naturelle de l'enfant, de voir il y a quelque chose qui n'est pas mièvre. Parce que quand on parle de l'enfant intérieur, quand- alors, je, je vais préciser, parce que pour moi, la fréquence de l'âme, la force spirituelle de l'âme, c'est tout sauf un enfant. On est surtout sur une rage de guerrier de lumière qui est là pour œuvrer, pour avancer, pour cheminer, pour comprendre, pour intégrer, pour interagir avec le monde. Et donc, quand on parle de l'enfant intérieur, il y a un côté un petit peu choubidou qui, moi, perso, et je sais qu'il y en a plein qui comprennent ce que je veux dire, donc c'est un peu jouer sur les mots, mais c'est percevoir que l'exigence de l'âme n'est pas mièvre, n'est pas naïve, n'est pas, c'est pas c'est pas un long fleuve tranquille. L'âme, elle cogne, et quand elle cogne à la porte, elle peut créer des accidents, elle peut créer des arrêts sur image, elle peut créer des grosses interpellations de la vie, et ça ne rigole pas quand il y a d'un seul coup un coup près qui tombe dans sa vie. Donc c'est vraiment cet endroit-là
où l'âme, par moment, peut devenir extrêmement exigeante, extrêmement pointue. Et moi, perso, je l'associe beaucoup à l'intuition, parce que beaucoup de gens sont très intuitifs, ne sentent pas le truc et se laissent influencer par le groupe. Ils n'arrivent pas à assumer leur originalité. Alors là, il y a plein d'expériences, expériences de 1000 grammes, et puis on a vécu une très belle expérience pendant 2 ans et demi. Je ne veux rien dire à cet endroit-là, mais tout le monde voit ce que je veux dire. Du collectif et comment le collectif aspire un certain nombre de personnes qui sont en contact avec leur âme, ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et ils y vont quand même. Et puis, il y a, on va dire, 20-30% de gens qui sont très en contact avec leur intuition qui disent « Ok, là, on est en train de m'embobiner et je ne me laisse pas embobiner. » Et ça m'a choqué de voir que, en fait, ce qui permet de cheminer avec plus de confort dans sa vie, c'est quand intérieurement, on tient son cap. Dès qu'on est mièvre, il y a quelque chose qui s'étiole, qui se laisse balader, et beaucoup par le collectif, beaucoup par le groupe, beaucoup par la famille. Et c'est très particulier en fait de parler de l'âme, par exemple, en tant qu'individu, et en même temps de parler d'une âme famille, d'une âme groupe, parce que on est à la fois original, unique, et parfois, comment dire, aimanté par l'âme famille, par l'âme groupe. Voilà, je fais partie d'un club de supporters d'une équipe de football. Ben, il y a une âme groupe. Alors, évidemment, moi non, parce que je ne me reconnais pas dans les clubs de sport et ce truc-là. Mais il y a des gens, ils ont une âme individuelle, mais ils l'oublient un peu pour rentrer dans l'âme groupe du club de sport ou du club des supporters, un club de foot et tout ça. Voilà. Et c'est ce chemin, en fait, où on peut percevoir qu'on a une famille terrestre génétique et de se dire, mince alors, je me sens tellement différent et ça crée beaucoup de sentiments d'isolement et d'incompréhension. Voilà. Je me suis peut-être un peu évadé ou échappé par rapport à votre question, mais j'espère que je réponds un peu. Lucas, est-ce que j'ai perdu le fil de ta question aussi? Non, on n'est pas trop mal. Je On pense est que pas mal? c'est bien. D'accord. Ça, non, mais ça digresse un peu, mais c'est bien aussi parce que ça apporte une autre vision. Moi, j'allais rebondir un petit peu sur la partie au niveau des conseils en exercice, en proposition que tu peux avoir pour chacun chez soi un petit peu au quotidien, justement pour augmenter cette puissance. Tu as donné un petit peu une piste aussi sur l'écoute de l'âme à travers l'intuition. Si tu en as d'autres un petit peu dans ce sens-là, voilà ce que tu auras à dire autour de ça. Alors, la première, le premier truc qui me vient, et je suis mal placé pour le dire à cet instant-là, c'est d'éteindre les écrans. C'est-à-dire que, en fait, euh, on a une telle consommation aujourd'hui des écrans et on peut vraiment beaucoup se nourrir euh, pour le meilleur et pour le pire à travers tout ce qui est écran, que euh, cette boulimie dont je parlais, ces addictions, elles se présentent aussi quand je n'arrive pas à me mettre dans mon silence intérieur. L'âme, pour me chuchoter des choses importantes, a besoin de se mettre en silence. Et l'agitation du monde, la frénésie du monde, la frénésie des écrans, de voir des jeunes qui sont collés en permanence au visuel de leur écran interactif avec, je sais pas quoi, des sites, on m'en a encore appris ce week-end dans un stage que je n'avais jamais entendu les noms, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose pour nos jeunes. Alors moi je suis vieux, hein, donc je suis un peu épargné, même si j'utilise, je suis attentif à ne pas trop utiliser, mais c'est de percevoir qu'en fait, si je suis toujours en sollicitation auditive, visuelle, en fait, je coupe ce chuchotement silencieux qui intérieurement me donne de l'information impalpable. Voilà. Et cette impalpabilité du chuchotement de l'âme a besoin de silence. Donc, tout ce qui est pratique, qui va me mettre en méditation, en retour à l'intérieur, en contact avec la respiration. Et on est très à la mode actuellement avec la pleine conscience.
Voilà, le mindfulness, voilà. C'est des petits exercices extrêmement simples, mais qui me remettent en contact avec une écoute intérieure, cette écoute intérieure. Et des fois, les gens ont tellement de mal à s'apercevoir que, en fait, parce que pareil, il y a un paradoxe, c'est que souvent, euh, les gens qui sont le plus en quête de comprendre l'âme, d'explorer l'âme, leur âme, sont souvent moi, ce que j'appelle des agités du bulbe, en clair, des hyperactifs, au potentiel, complexes, qui veulent comprendre et qui se mettent en hyperactivité. Et ben, dès qu'on est en hyperactivité, on n'est pas en contact avec l'âme. Il y a quelque chose qui est désaccordé. Et c'est là le paradoxe, c'est que les gens les plus doués spirituellement, qui ont le plus de potentiel d'accélération dans le contact de qui ils sont spirituellement avec, et vraiment en faire quelque chose, il, il y a l'hyperactivité qui peut prendre le dessus, au moins chez les jeunes. Donc le sport, voilà, et cette débauche d'hyperactivité empêche le silence. Voilà, donc le premier conseil, c'est toujours de se remettre en silence, de couper de temps en temps et de se mettre, dans le chamanisme, on a la pratique de la grotte, donc de se remettre en grotte et de couper tout et de se mettre en silence. Et la grande difficulté, c'est là-dedans, c'est que si mon système est plus ou moins happé par des angoisses de mort ou des angoisses mortifiantes, ben, j'arrive pas à me mettre en silence parce que dès que je suis en silence ou dès que je suis dans du vide, je suis face à mes monstres intérieurs. Et un des grands monstres, c'est des angoisses de mort, des angoisses de vide. Voilà. Donc, on voit qu'à chaque étape de croissance, il y a une étape de confrontation à quelque chose de compliqué. Et Dieu sait que se confronter à ces peurs archaïques et bien réelles, la peur de la mort, la peur de la folie, la peur de perdre le contrôle en général, ça vient vraiment cogner. Donc, c'est ce chemin-là d'assumer son silence intérieur. Et ça, souvent, il y a de la progressivité. Et puis, dans ce silence, petit à petit, de se confronter au vide. Qu'est-ce qui se passe quand je suis vide? Et ben, dans le vide, j'ai des chuchotements intérieurs. Voilà. Et l'intuition en fait partie. Et ce qui est important aussi, euh, c'est de ne pas donner son pouvoir à l'autre. Et c'est quelque chose où quasiment à chaque intervention dans les groupes où je suis obligé que je mentionne, que je suis obligé de mentionner, les gens adorent recevoir des soins. Et comme il y a beaucoup de propositions aujourd'hui, ah ben j'ai fait un soin ceci, un soin cela, et il y a un cumul de soins comme ça qui est des fois, j'entends des trucs qui m'hallucinent, de s'apercevoir en fait que mon premier guérisseur, c'est moi-même. Parce que c'est moi qui dois sentir et intuiter qu'est-ce qui me fait du bien. Et si je cumule les soins, ben pareil, je peux être dans une débauche et une accumulation d'interventions extérieures qui me prive de me rencontrer moi à ma façon. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important, de ne pas s'agiter aussi dans le cumul des soins parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, ou j'attends que quelqu'un me donne la bonne aventure et le coup de baguette magique pour me sortir de là. Alors en chamanisme, c'est vraiment une demande qui est très récurrente, où les gens me disent ouais, je vais super mal, je suis addict à l'alcool, au pétard, ma vie de famille est une folie totale. Est-ce que vous pouvez m'aider à me faire un soin à distance en plus? Voilà. Donc moi, il y a des mails comme ça, mais même pas je réponds, quoi. Je perds pas mon temps. Je me dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Et qu'est-ce qui me viendrait encore important? Se mettre en contact avec et la nature et l'activité physique. Parce que, en fait, quand on veut rendre fous les gens, on les enferme. Quand je dis fou, fou, voilà. Rendre dépressif, avec des taux de suicide incroyables. Et ce qui est génial dans ces 2 dernières années, c'est qu'on a vécu ça. Donc c'est expérience grandeur nature, et aujourd'hui on voit les dégâts sociologiques, dramatiques. Donc ce qui aide, c'est pas d'aller faire les magasins ou les boutiques, l'âge vitrine, etc. C'est d'aller se mettre en contact avec la nature, de s'asseoir et d'écouter le petit peuple
de la nature, avec son silence intérieur. En ce moment, là, je suis revenu chez moi, il y a les cigales qui sont sorties là depuis. Et c'est une splendeur, quoi. Ça fait beaucoup de bruit en plus, mais c'est une splendeur. Et toutes les saisons apportent une qualité vibratoire, une qualité d'énergie. Et quand je suis en contact avec l'âme de la nature, ça fait écho dans mon âme intérieure et donc ça chuchote mieux. Voilà. L'autre chose qui me paraît importante, c'est de dormir. Quand je dors, je rêve. Et à travers les rêves, je vais peut-être utiliser un gros mot, mais Dieu me parle. Le mystère parle à mon mystère et des messages peuvent m'être délivrés. Voilà. Donc là, je ne veux pas faire un exposé sur les rêves, mais c'est vraiment dans le chamanisme traditionnel, chez les ancêtres, on a vraiment des chamans qui rêvaient pour leur tribu. Voilà. Et individuellement, on peut rêver pour sa vie. Voilà. Moi, dans mon histoire perso, j'ai eu des rêves qui m'informaient de secrets de famille. J'ai eu des rêves qui m'ont bousculé tellement que ça m'a fait changer des fois de rail pour dire non, ne va pas là, reviens sur un autre rail. Enfin voilà, des redirections qui se sont passées, des initiations qui se sont passées à travers le monde des rêves. Qu'est-ce qui me viendrait encore? Quelque chose d'important aussi pour être en contact avec son âme, la maîtrise émotionnelle. Alors ça rejoint un petit peu tout le travail de méditation dont je parlais, qui amène un meilleur contrôle émotionnel, mais l'émotion s'apprend. Les intelligences émotionnelles s'apprennent et la maîtrise de l'émotion peu à peu est nécessaire. Alors là, c'est pareil, c'est des pratiques. Moi, j'ai beaucoup appris ça. Alors, évidemment, le travail en psychothérapie permet de s'ouvrir à la richesse et à la variété des palettes émotionnelles, des émotions qui nous traversent. Et quand je dis ça, je ne dis pas ne plus ressentir, simplement être informé en petites touches d'émotions qui me traversent sans que je sois identifié et collé par l'émotion. Si je suis collé par la peur, et actuellement, il y a vraiment cet endroit-là qui est manipulé de façon colossale, hein, enfin, on sait qu'on se fait manipuler par la peur. On vous vend n'importe quoi par la peur, hein. J'ai peur des microbes, j'ai peur d'avoir un accident, de perdre ceci, de perdre cela. Donc, on vend beaucoup d'assurance hein, pour, pour rassurer les peurs. Et là, en fait, les peurs qui nous sont proposées, entre la peur virale et la peur de la guerre, nous renvoient à des blessures de notre âme sur l'âme collective, par exemple sur la terre d'Europe où il y a eu de grandes tragédies de guerre et de peste, par exemple. Hein. Ben, c'est très loin et en même temps, c'est juste à côté dans notre champ mémoriel, dans nos histoires. Donc, il y a tout ça qui vient s'entrechoquer dans notre système et d'être capable de maîtriser ses peurs, de sauter dedans, de dépasser les peurs. Et dans les peurs, bah, évidemment, il y a la peur de mourir, la peur de souffrir, hein, c'est humain. Mais en fait, cette maîtrise de la peur, cette stabilisation de la peur, ça permet peu à peu de rester serein quand il y a l'agitation d'une peur collective qui se déploie pour prendre les meilleures décisions. Et c'est aussi une fonction de l'âme, c'est que, en fait, si je suis paisible émotionnellement, si je suis en silence, en fait, l'âme va me souffler la bonne idée, la bonne orientation, le bon trajet. Et je sais que je suis certain que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont déjà changé de trottoir parce qu'ils sentaient qu'il fallait qu'ils changent de trottoir ou qui ont annulé un voyage parce qu'ils sentaient. Des fois, les synchronicités, le jeu des hasards font que voilà, bon, c'est pas grave. J'annule des vacances, mais je sais qu'il va y avoir autre chose de bien et je crée quelque chose de bien. Voilà. Ce qui nourrit l'âme énormément aussi, c'est de mettre de la création, créer toujours, rêver toujours et travailler le plus possible dans la beauté, dans les couleurs. Si je vis dans le gris, il y a quelque chose dans mon âme qui n'est pas nourri, qui n'est pas réjoui. Et quand je vois la mode vestimentaire, des fois, je suis très affligé de dire
Bon, bah, les gens, ils adorent le gris, 50 nuances de gris. Super pour s'habiller, décorer sa maison. Ça fait juste mortellement chier, quoi. Je m'excuse d'être un petit peu grivois. Mais il y a un endroit où mon âme, violemment, est ennuyée par ça. Et une âme joyeuse me parle plus qu'une âme ennuyée. Voilà. Et c'est pour ça que cette rencontre et cette discussion intérieure doit toujours me mettre en effervescence. J'ai un projet, même si c'est un petit projet, je dois sentir qu'il y a quelque chose qui se réjouit dans mon cœur. Voilà. Si je ne suis pas en réjouissance dans chaque pas de ma vie, il y a vraiment quelque chose à corriger, à améliorer, à réfléchir, à s'arrêter, puis dire qu'est-ce qui se passe? Parce que je le répète, l'âme exige de la force, mais qui met en joie. S'il y a alors, j'allais dire s'il y a de l'ennui, des fois il faut s'ennuyer un peu pour se mettre à l'arrêt et sentir ce qui se passe. Mais s'il y a du flop à l'intérieur, ça fait pouf, il y a quelque chose à rectifier, tout simplement à rectifier. Super. Je crois que ouais, tu as été assez large. Alors là, on a un très long message Ah, de alors je ne l'ai pas lu, j'étais avec toi Noëlla. en parlant. Si tu Euh, peux me le traduire en quelques mots, en quelques phrases. c'est juste des notes. Non, elle me précise que c'est juste des notes pour elle-même. Ok, Ah, d'accord. ok, d'accord. C'était quand même assez long. Euh, Est-ce que justement, on va en profiter, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions à poser à Florent par rapport à tout ça? Je vois par exemple Isabelle Lacroix qui a allumé son micro, c'est peut-être pour parler. Isabelle? Non, Isabelle est partie. Ok, ça marche. Oser des fois des questions simples parce qu'il y a des choses importantes qui peuvent émerger à travers des questions qui semblent enfantines, mais qui reflètent la sagesse de l'âme. Alors, comme il n'y a pas de questions, tout de suite, je vais dire quelque chose d'important, me semble-t-il. C'est que si vous vous regardez en tant qu'adulte dans la conscience que vous avez aujourd'hui et la conscience que vous aviez il y a 10 ans, le dégagement de conscience d'aujourd'hui dont vous êtes porteur et la sagesse qui va avec révèlent que vous avez évolué. Et parfois, le chemin de croissance dans la conscience et la révélation de qui l'on est spirituellement n'est pas, comment dire, on ne le voit pas au quotidien. Par contre, si je me regarde 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, je vois qu'il y a quelque chose de moi qui a radicalement évolué. Et une des fonctions de l'âme, c'est de m'obliger de plus en plus à être conscient. Et je dis toujours que la conscience qui me met plus en contact avec mon évolution spirituelle, la conscience fait toujours mal dans un premier temps. C'est toujours douloureux d'avoir d'élever sa conscience. Et en même temps, l'âme exige ça. Arrête de te mentir, arrête de te mentir, de t'embobiner, de te voiler la face. Et on est les champions du monde, juste avec soi-même, de malhonnêteté. Et ce que je me régale dans notre actualité compliquée du moment collectivement, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup gratter pour percevoir de la quantité de mensonges qui nous sont déversés depuis 2 ans, la quantité de manipulation, de perversité, de vraiment mettre les lois du père à l'envers. Et ça sort tellement en ce moment que je me dis, là, collectivement et mondialement, on a vraiment une accélération d'élévation de conscience, donc une crise d'âme. C'est pas la crise de la cinquantaine ou c'est 50 000 ans, je ne sais pas, d'humanité ou 60 000 ans. Il y a vraiment quelque chose qui euh, est mis en avant dans l'âme collective et qui oblige à regarder les choses de façon en face avec beaucoup d'honnêteté et de voir que le mensonge, ça suffit collectivement. Mais c'est intéressant toujours de se poser la question, où est-ce que je me mens encore sur moi-même? euh, Où est-ce que je m'arrange, je, je m'organise, je fais jouer mes ambivalences?
Et ça, c'est quand même vraiment précieux pour évoluer. Parce que l'ego adore le mensonge, adore la manipulation, l'embirlificotage. C'est très français, embirlificoter, hein. Voilà. Et donc, il y a vraiment ce regard d'honnêteté, de... Ça rigole pas, l'honnêteté. Voilà. La- la- le chevalier de lumière à l'intérieur de soi est intransigeant. Voilà, il exige quelque chose de raccord avec notre vibration de ce qu'on porte et la fonction qui peu à peu euh, peut être mise en lumière avec le temps. Et moi, j'avoue, bon, j'ai 50, je sais pas combien, 57 ans. J'avoue que j'ai trouvé le temps long avant de pouvoir dire et de vivre surtout et d'incarner ce que je raconte là. Parce que, bah, comme beaucoup de gens, je pense que j'ai merdé dans plein d'endroits de ma vie, quoi. Je me suis raté, voilà, je suis pas, il y a des endroits où je suis pas très fier de moi dans mes ratés, quoi, voilà. Et en même temps, c'est tellement humain de se rater, c'est tellement humain d'expérimenter le n'importe quoi, voilà, pour qu'après réajuster. Le pire étant de rester bancal, voilà. Ça après, il y a des lois qui m'échappent. En tous les cas, j'ai vraiment envie de progresser et le progrès passe par une mise au service. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, il y a plusieurs questions qui nous ont été posées. La première, c'est Kevin qui nous dit, si j'annule un voyage ou change de trottoir, comment différencier une bonne intuition ou la peur? Déjà, de sentir qu'avant de changer de trottoir, ben, je sens de la peur, même si je n'identifie pas d'où elle vient. Si je sens que j'ai peur, c'est intéressant de dire qu'est-ce que je peux bouger pour calmer la peur. Si calmer la peur, ça passe par un changement de trottoir et je me perçois en fait que c'est bien le changement de trottoir, c'est super. Mais si la peur, c'est qu'en face, euh, je sais pas, il y avait une rencontre, je sais pas, sur le trottoir en face, je ne le vois pas encore, mais intuitivement, je sens que je vais croiser un écrivain célèbre que j'adore, et ben en fait, la peur peut me faire changer de trottoir alors qu'en fait, j'allais vivre une très belle rencontre. Ça m'est arrivé il y a quelques années, je donne une conférence à Paris et avant la conférence, je vais au bar, dans un troquet avec une amie. Et je descends aux toilettes, et là, aux toilettes, je croise Alexandro Jodorowsky, qu'il me semble reconnaître, mais c'est tellement improbable de croiser Alexandro Jodorowsky aux toilettes que je me dis, ça ne doit pas être lui. C'est pas possible que cet homme-là, il soit aux toilettes en même temps que moi, un truc improbable. Et en fait, je rate la rencontre parce que j'étais assis à la table juste à côté de lui et je suis tellement pétri je suis impressionné et la peur d'aller causer 3 minutes, d'échanger avec cet homme qui a beaucoup marqué ma vie, et ben en fait je rate la rencontre. Donc et c'est toujours compliqué de sentir si c'est une peur que j'ai à dépasser ou c'est une peur qu'il faut que je me passe mon chemin à côté pour protéger ma vie. C'est très très délicat. Après, c'est pas bien grave de rater une belle rencontre, quoi, voilà. Et le voyage, ben, le coût du voyage, voilà, c'est pareil, c'est très délicat à sentir. Je j'ai pas la réponse parce que c'est tellement, voilà. Je me souviens quand il y a eu le tsunami en Thaïlande, j'avais croisé une jeune femme qui aurait pu périr à cet endroit-là. Et en fait, ben, les locaux, quand la mer s'est retirée, les locaux ont dit faut partir et cours vite. Et elle, en tant qu'occidentale, elle a rien compris. Mais avec ces 3 mots d'anglais prononcés par les Thaïlandais locaux sur la plage, elle a pris les jambes à son cou et elle a couru dans les terres à l'intérieur. Et elle a compris après qu'il y avait vraiment de quoi courir vite, quoi. Euh, et des fois, ça joue à pas grand-chose. La vie, elle est surprenante. Et des fois, je pense que quand on pose ces questions-là, ben, des fois, on a évité beaucoup d'accidents de la route. Voilà, il y a eu le petit signe, le petit signal, le petit machin qu'on a freiné
freiner avant, il y a eu une feuille, une branche qui nous a fait freiner un peu, puis hop, l'obstacle passe juste là-bas devant, quoi. C'est, c'est à la fois des petits signaux, puis des fois c'est des gros signaux quand il y a des grosses interpellations. Des fois, il faut vraiment écouter. Une des grosses interpellations pour moi, c'est les accidents. Je me fais une grosse entorse de cheville, je me pète le bras. Les accidents corporels, pour moi, sont toujours des signaux de la vie qui font arrête-toi et regarde. Regarde bien. Il y a quelque chose à faire évoluer dans ta vie. Ça ne donne pas le mode d'emploi parce qu'on a toujours du libre arbitre. Par contre, si j'écoute ma petite voix intérieure, je sais, mais ça oblige à s'arrêter. Et souvent, la vie nous oblige à nous arrêter. Voilà. Ok, super. On a une deuxième question de Sandrine Oui. qui, alors ça rejoint un petit peu le début de la conférence, mais peut-on parler et demander des conseils à son âme? Je dirais que c'est un dialogue permanent. Hmm. Et c'est-à-dire que l'âme, elle va, dans une expérience, moi je dis toujours, l'âme, elle est assez binaire, fun, pas fun. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais si j'écoute à l'intérieur de moi, il y a toujours un moment donné où c'est fun. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'épreuves, hein. Par exemple, souvent je donne cet exemple-là. J'entreprends une construction et c'est ce que j'ai vécu chez moi. Voilà, je construis une salle et tous ceux qui ont construit un bâtiment dans leur vie savent que c'est toujours une petite épreuve avec les imprévus et les imprévus. Et ça n'a pas manqué, hein, les épreuves sont arrivées et des cognées, hein. Mais dans mon esprit, j'avais toujours deux aspects. Ça s'arrête pour me générer du meilleur et il y a un obstacle pour m'embêter et m'obliger à progresser spirituellement en dépassant l'obstacle. C'est-à-dire, c'est une épreuve qui m'entrave et en même temps m'oblige à me dépasser spirituellement. Et l'exemple typique chez moi, c'est je déteste la banque parce que je trouve vraiment que c'est un monde de bandits. Donc la banque me le renvoie bien en me refusant systématiquement les prêts ou en m'emmerdant avec des assurances, des trucs comme ça. Et pendant une construction, ben, j'ai vraiment dû dépasser ces obstacles et travailler euh, spirituellement la relation au monde bancaire. Pas pour moi-même devenir un bandit de la finance, mais pour pacifier peut-être du passif avec la finance, le monde de la finance, où j'ai un regard qui est quand même pas très, voilà, pas très glorieux sur le monde de la finance, quoi. Voilà. Donc c'est en permanence, je dépasse l'obstacle et en dépassant l'obstacle, je progresse spirituellement. En clair, je prends de la force d'affirmation parce que ça m'oblige à me positionner avec plus de force et face à l'épreuve de la banque. Et c'est ce que j'ai dû faire. Et des fois, je ne me reconnais pas face à un banquier. J'aime pas le faire, mais des fois, je suis obligé de mettre un peu le guerrier en route, hein, guerrier de lumière. Et puis, si quelque chose s'arrête, qu'est-ce que ça me donne comme opportunité pour vraiment passer un cran, une opportunité d'évolution importante. Voilà. Je ne sais Ça plus si ça répond. répond. Et donc, pour moi, c'est un dialogue permanent d'intuition. Soit c'est fun, soit c'est pas fun. Si c'est pas fun, je réfléchis, je regarde, je dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais le pas fun, c'est tout. Enfin, moi, perso, c'est tout le temps. Je prends toujours l'exemple aussi des repas de famille parce que c'est quand même un endroit où on peut quand même se faire secouer et voire maltraiter. Je check toujours en moi, fun ou pas fun. Et si c'est pas fun, qu'est-ce qu'il faut créer pour engendrer du fun? Hmm. Et des fois, faut être un peu warrior, quoi. Voilà. Mais vous parlez, en fait, vous dites que vous avez peur de la finance. Mais est-ce que c'est important d'avoir du matériel aujourd'hui? Enfin, je veux dire, pour moi, ce n'est pas important. Je veux dire, est-ce que le temps est important? Est-ce que de regarder l'heure est important? Cette pression aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas important. Si on n'avait pas ça, on serait plus heureux. Oui, en même temps, pour parler tous les deux, on est obligé d'avoir du matériel, là tout de suite. Ça s'appelle un ordinateur. Et cet ordinateur, il n'est pas apparu par l'opération du Saint-Esprit. Il y a eu un échange monétaire, etc. Donc c'est toujours cette relation qu'on a à la matérialité. Est-ce que c'est
une relation à la matérialité raisonnable ou déraisonnable. Et la finance, c'est pareil. C'est raisonnable de mettre de l'argent dans les hôpitaux pour créer un système de santé qui tient la route et qui accueille des gens qui n'ont pas les moyens de payer, etc. etc. C'est déraisonnable de mettre un pays par terre par de la, comment on appellerait ça, de la manigance financière pour mettre un pays en banqueroute, comme la Grèce il y a quelques années, ou des choses comme ça. Voilà. C'est toujours ce qu'on fait de la matérialité. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est excessif? Donc, on- on- avoir l'utopie de repartir dans la forêt avec zéro besoin de se rhabiller avec des produits que de la nature, vegan, etc. C'est une belle expérience à vivre. Moi, j'ai rencontré ces endroits et je trouve ça vraiment passionnant parce que les gens qui font ça, ils sont vraiment ils ont beaucoup de connaissances, beaucoup de cheminement et c'est vraiment calé ce qu'ils font. Et après, au niveau collectif, ça me paraît tellement loin de choses possibles à réaliser. Et je dis pas que la société ne doit pas évoluer, bien au contraire, mais de autant repartir en arrière, je le perçois pas comme ça, quoi. Voilà. Et la relation au temps, tout est relatif évidemment, et j'en fais l'expérience à chaque instant. Et en même temps, ben, il y a un temps linéaire qui s'écoule, et mon temps linéaire d'incarnation est implacable, c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai cette forme-là, et à un moment donné, cette forme-là, elle va s'arrêter. Mon corps va se désagréger parce qu'il y a quelque chose qui se sera arrêté. Et ce temps-là, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Comment j'honore la carcasse, mon véhicule corporel, pour créer quelque chose qui ait du sens pour mon individualité, en lien un petit peu quand même avec ma personnalité, et puis qui ne soit pas maltraitant pour l'environnement ou qui soit le moins maltraitant possible pour l'environnement. Voilà, on parle d'empreinte carbone aujourd'hui, de bienveillance animale. Donc voilà, moi j'ai modifié des trucs dans mes comportements de vie. Et en même temps, le matin, j'avoue que quand il fait frais, prendre une douche chaude, j'aime bien. Voilà. C'est tout ça qui est contenu dans le regard sur l'âme, c'est-à-dire à la fois euh, une forme de... C'est-à-dire qu'il y a le paradoxe entre une montée en puissance dans ma mise au service au monde de ma fonction spirituelle et en même temps ne pas commettre de l'abus de pouvoir. Et moi j'ai été très tôt confronté à cet endroit-là comme guérisseur, dire voilà, je fais du soin. Quand est-ce que enfin, à quel moment j'arrête le soin? Est-ce que je m'arrête quand j'ai passé 2 marches? Est-ce que je m'arrête quand j'ai passé 5 marches avec la personne? Ou est-ce qu'une marche est suffisante? Voilà, c'est vraiment des questions importantes de se regarder euh, dans son processus d'évolution, de partage avec l'autre. Quand est-ce que je commets un abus? Quand est-ce que c'est trop? C'est le mauvais challenge, enfin la mauvaise piste pour moi, c'est de se mettre en impuissance. Je fais rien, je participe à rien, je m'engage à rien, je rejette tout. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui est à ce moment-là un petit peu à côté du chemin d'évolution spirituelle. Parce que l'évolution spirituelle, elle est dans une forme d'expansion, et en même temps, il y a une expansion à ne pas dépasser. Voilà. Et cette tempérance, voilà. Et ce que je voudrais dire par rapport à l'âme, c'est que on a l'impression d'être très seul et très isolé, et pourtant, il y a beaucoup d'êtres invisibles qui nous accompagnent, qui nous soufflent des petites choses aux oreilles, à notre pensée, à nos élans, et qui soutiennent notre déploiement spirituel, qui soutiennent euh, nos... Je dirais qu'ils peuvent aussi limiter la casse. Parce que actuellement, on voit vraiment que dans cette folie généralisée, ben, il y a plein de gens qui tiennent le cap
de quelque chose de raisonnable. Et puis, il y a des gens qui sont complètement embarqués. Et ben, moi, j'ai très confiance que ça va bien se passer. Voilà. Même s'il y a plein d'effondrements qui sont annoncés, programmés, voire enclenchés volontairement, il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, la vie est parfaite, le vivant est parfait, la lumière est parfaite, et l'âme sait se nourrir de ça et trouver un ajustement. Mais est-ce que vous pensez qu'avec aujourd'hui cette quatrième révolution numérique qu'on a vécue avec le Covid, etc., tout ce passage en fait par, par Internet, etc., est-ce que pour vous, c'est vraiment une évolution spirituelle? Parce qu'en fait, pour se retrouver, on a quand même besoin de s'ancrer au sol et qu'on a besoin, parce que tout ça, c'est néfaste pour nous, voilà, et de voir toutes ces choses. Est-ce que c'est important? Parce qu'on parle quand on passe quand même d'une révolution numérique, en fait, qui vient quand même nous bouffer, hein, quand même, et vivre justement comme en cage, comme on l'a eu. Et justement, vous nous parlez justement qu'on a besoin de se remettre voilà, d'être à l'écoute de son âme, etc., d'être à l'écoute de ses propres, je veux dire, bobos physiques. Mais est-ce que, enfin, pour Ouais, moi, je c'est un comprends peu... bien votre question. Alors, dans la vie, on a tous expérimenté l'excès. C'est-à-dire que j'ai consommé trop d'alcool avant de m'apercevoir que, en fait, il en faut pas beaucoup. J'ai trop mangé avant de m'apercevoir, ou pas assez mangé avant de m'apercevoir il y a un juste milieu. Et l'accès aux technologies, au pluriel en général, aujourd'hui, euh, nous oblige à penser et à mettre du raisonnable dans nos choix. Quand, quand j'étais petit, les programmes à la télé s'arrêtaient, je ne sais plus à quelle heure, peut-être 11h, 11h30. Enfin, il y avait la grille de l'ORTF, ou je ne sais pas, l'équivalent à l'époque. Enfin, je vois encore l'image, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais les programmes s'arrêtaient. Aujourd'hui, on peut être en H24, 7 sur 7, le nez collé sur l'écran, il y a toujours des choses qui peuvent se passer, des clics, des clics et des clics, et pourtant, il faut que je dorme. Ça veut dire que si je fais le chemin, je me dis, voilà, en fait, moi, j'ai expérimenté que dans ma vie, je suis bien à 8h, 7h30 de sommeil, voilà, c'est ce qu'il me faut. Ben, je vais m'organiser pour respecter ça. Et en même temps, je suis capable de complètement me déboîter dans un excès de, de visualisation d'images ou de séries à la télé, je sais pas quoi. Euh, et ben, technologiquement, par exemple, j'ai ma fille qui a 22 ans. Pendant le confinement, les cours en ligne, etc., elle fait des études supérieures, ça touche sa limite. Ça touche sa limite. J'ai une autre petite de 17 ans là, qui était en première pendant le premier confinement. Elle me dit, elle me racontait à la maison, elle dit, mais j'aime mes profs, j'ai envie d'y retourner. Et elle dit, je m'ennuie en cours, mais je préfère m'ennuyer en cours que d'être derrière l'écran. Parce que et c'est intéressant de voir des gamins qui sont biberonnés à l'écran, qui à un moment donné perçoivent la limite de l'écran. Et pareil, moi je suis très confiant, très confiant. Tout, tout excès, à un moment donné, amène la rectification. Et on est bête, j'ose pas dire abruti, mais un peu, où on est obligé de passer par l'excès avant de revenir à des choses raisonnables. Voilà. Mais là-dedans s'installe et se glisse la perversité la plus totale, les prises de pouvoir les plus totales, jusqu'à quand on laisse faire. Voilà. Et moi, j'agis là où je peux. Mais il y a des choses, c'est pour ça que j'ai parlé des guerriers de lumière et qu'on n'est pas avec des... L'âme n'est pas mièvre. Et à un moment donné, il y a besoin de rectifier et de ne pas laisser faire. C'est toujours une grande difficulté. On le vit, par exemple, dans les maltraitances professionnelles. On laisse faire, on supporte, on supporte. Dans les violences conjugales, on supporte. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et comment je supporte moi aussi mes maltraitances à moi-même? Comment, jusqu'où je vais? Voilà. Et on est obligé souvent de passer par l'excès pour revenir à quelque chose de raisonnable. Voilà. On a dû mettre deux bombes au Japon nucléaire pour dire vraiment, c'est pas tellement une bonne idée. Aujourd'hui, on a l'opportunité de faire bien pire que Nagasaki, Hiroshima.
on a toute la technologie qui est déjà prête. J'espère qu'on ne va pas le faire. Et puis si on le fait, hop. Je trouve que c'est bien d'avoir une certaine connaissance. Est-ce qu'il Noëlla, faut excusez-moi, forcément je me permets de vous couper. Je suis désolé, on a déjà plusieurs questions en attente, histoire d'alterner un petit peu si vous voulez bien. Euh, on a une question qui remonte un petit peu maintenant. C'était Sabrina qui nous dit: Je considère bien dormir, mais rêve très rarement. Est-ce que cela a un impact sur l'âme ou mon lien avec elle? Non, non, la capacité de rêver, tout le monde rêve. Après, la capacité de se souvenir des rêves, ça c'est une mécanique intérieure qui est plus ou moins en place ou plus ou moins perturbée par des perturbations que peuvent être l'excès alimentaire, l'excès alcoolique, l'excès médicamenteux, l'excès de psychotropes en général. Voilà. Et après, il y a une habitude de façon de se réveiller pour se réveiller en douceur pour garder, moi, ce que j'appelle les poissons dans le filet. C'est-à-dire que si je m'arrache de mon sommeil très rapidement, je peux vraiment avoir perdu beaucoup du fruit de mes rêves. Si je me réveille en douceur, voilà. Donc, et ça dépend un peu des gens. Il y a des gens qui sont très habiles, d'autres moins. Euh, mais vraiment, le monde des rêves, tout le monde y a accès. Il n'y a personne qui ne rêve pas, à part les, les psychotropes, les excès de bouffe, d'alcool, de viande, voilà, qui peuvent vraiment entraver la mécanique du rêve. Ok. Et je pense on va terminer par deux dernières questions, puisque là, on a déjà un petit peu Ouais. dépassé ce qui était prévu. On a Johan qui a donc deux questions. La première, c'est: le jeûne peut-il être un outil pour se connecter davantage à son âme? Mhm. Alors, je répondais d'abord à celle-là parce que c'est un très Oui. beau sujet. Ça rejoint juste ce que j'ai dit avant par rapport au fait dès qu'on mange trop de viande, trop d'alcool, trop de psychotropes, trop de médocs, il y a quelque chose qui est détérioré dans notre hypersensibilité. Et le fait de jeûner, en fait, met au repos un certain nombre de circuits intérieurs, y compris au niveau émotionnel. Et le jeûne, en fait, c'est vraiment, il y a le jeûne alimentaire, mais c'est aussi le jeûne de stimuli en général. Et donc, il y a des jeûnes, par exemple, qui peuvent se présenter avec l'abstinence sexuelle, l'abstinence de relations humaines, donc des temps d'isolement, Écran. des retraites, des quêtes de vision, un peu comme on le fait dans les peuples anciens. Dès qu'on se met en restriction de quelque chose, en fait, on a des amplifications de réception. C'est-à-dire ces circuits au repos, bah, ils donnent de l'information. C'est pour ça que moi je parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Et si je mets mon système digestif au repos à travers un jeûne, automatiquement, bah, ce système digestif intelligent va me donner de l'information qui vont pouvoir éventuellement être décodées par l'âme. Voilà. Et la deuxième question? Donc, la deuxième question qui est, pardon, parce qu'il y a de passer d'autres choses en tout temps. Où partent les âmes qui ne viennent pas se réincarner sur Terre? Alors ça, si tu as la réponse, je suis preneur. Et Alors, c'est pareil, c'est un vrai, un vrai sujet qui rejoint vraiment des grands thèmes, je dirais, spirituels. Donc, il y a des gens qui ont vraiment exploré ça, puis qui ont des avis très tranchés sur ça. Euh, ça nous pousse assez loin, mais j'ai envie de dire que l'âme, au moment de la mort du corps physique, il y a quelque chose de l'âme qui se désagrège, qui s'éloigne parce que dans l'incarnation suivante, il y a une partie de ce vieux manteau d'âme qui ne va plus être utile. Par contre, il y a une intelligence dans l'âme ultime. En essénien, on appelle ça l'atome germe et l'atome permanent, ou l'atome permanent, enfin voilà, c'est des dialectiques, qui restent dans une forme d'éternité, d'incarnation en incarnation. Donc il y a une partie de l'âme, j'ai envie de dire des capteurs qui, à un moment donné, vont créer une opportunité dans la vie d'après de vivre un certain nombre de nouvelles expériences. L'exemple que je donne, qui peut évoquer ça, c'est la vie du 13e Dalai Lama,
n'a pas été la même que celle du 14e Dalai Lama qui a subi l'invasion chinoise du Tibet et puis donc quitté le Tibet, etc., révélation du bouddhisme tibétain au monde entier, etc. Donc on peut dire que la force spirituelle du 13e vers le 14e a évolué pendant une vie puis l'autre vie, donc entre le 13 et le 14, mais l'âme, pour être adaptée aux épreuves qu'allait vivre le 14e, a dû se modifier ou évoluer pour que la 14e incarnation de ce Dalai Lama soit adaptée au futur de l'évolution du peuple tibétain. Et c'est pour dire que l'âme, en fait, contient le terreau ou les germes de quelque chose de futur, du futur qu'on va vivre dans la vie. Alors, on peut faire le choix de rester toute sa vie dans son canapé avec sa bière et sa zappette pour zapper les chaînes de télé ou Internet ou autre, mais le chemin de l'engagement amène une évolution vers ça. Donc, quand les âmes ne s'incarnent pas, des fois, elles se mettent un peu au repos parce que pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, parce que l'incarnation précédente a été suffisamment riche et complexe pour que il y ait un petit temps de repos. Mais c'est un temps de repos relatif parce qu'en fait, après la dépose du corps physique, l'âme, pendant X temps, je ne sais pas combien de temps, et a priori, ça dépend vraiment des gens, enfin de l'âme qui vient de passer, continue d'évoluer spirituellement après le décès sur les autres plans en fonction de la quantité d'expérience engrammée dans l'incarnation. Là, je crois qu'on a enfoncé le clou de la complexité de l'âme et de la richesse en même temps. En tous les cas, élargir le sens de l'âme et ce qu'est l'âme. L'âme, elle vient, il y a une partie de l'âme qui vient du passé et en même temps, dans ce présent est contenu le futur, mais un futur qui devrait être enchanteur, qui devrait être engagé et stimulé par de riches expériences. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'elle devient l'âme? Elle continue de cheminer et d'évoluer. Voilà. Je ne peux pas partager ici toutes mes expériences à cet endroit-là. Ouais, je crois qu'on est Mais pas mal. Ouais, mais il y en a. ça fera l'objet peut-être d'une prochaine conférence Ouais. à l'avenir. Ok, super. Alors moi, j'invite tout le monde à te retrouver sur ton site internet que je mets tout de suite sur le chat, donc institutarc-en-ciel.com, Mm. institutarc-en-ciel tout attaché.com. On arrive à la fin de cette présentation. Elle sera envoyée par replay. Elle a été enregistrée. Elle vous sera envoyée par email d'ici 48 heures, avec également toutes les indications pour retrouver Florent. Ce n'est pas la première conférence qu'on fait avec Florent. On a une autre conférence sur justement la perte gémellaire intra-utérine qui a été évoquée. On vous enverra et bien sûr toutes les coordonnées pour retrouver Florent à l'avenir, qui propose également plusieurs stages tout au long de l'année et l'Institut Arc-en-Ciel qui est, vas-y si tu veux dire 2 mots sur l'Institut Arc-en-Ciel, Florent, vas-y, c'est mieux Deux, placé. deux mots, c'est un programme sur 3 ans vraiment pour favoriser la rencontre avec qui l'on est spirituellement. Donc ça passe par l'utilisation de la grille. On utilise la grille de la caractérologie de Reich-Lowen, donc voilà. On utilise aussi le travail chamanique, donc sous plein de formes. Et puis le troisième pilier, c'est toutes les transmissions esséniennes. Enfin, quand je dis toutes les transmissions esséniennes, l'évolution et les transmissions esséniennes qui permettent en fait d'accélérer le processus de la rencontre justement avec qui l'on est spirituellement. Voilà, c'est un petit peu l'idée. C'est une école voilà, qui vient amplifier, faire travailler le guérisseur intérieur. Et puis voilà, c'est un programme qui, à ma connaissance, n'existe nulle part ailleurs parce que je connais personne qui associe les trois, le monde psy, chamanique et essénien, avec cette magie de la créativité sur ces trois pôles. Voilà, je sais pas si c'est la réalisation de ma vie, mais c'est d'une richesse infinie et c'est un enchantement à chaque fois que je pars pour 5 jours d'animation avec les participants, les étudiants, étudiantes de l'Institut. Voilà.
C'est ça, l'Institut Arc-en-Ciel. Et puis les stages ponctuels qui viennent aussi toujours nourrir des endroits d'évolution intérieure à travers des stages qui travaillent sur l'énergie du cœur. Vraiment, on travaille vraiment la force du cœur. Bon, c'est toujours sur l'âme, hein, directement. Hein. C'est un peu le centre. Et puis voilà, je sais pas quoi, ce travail sur l'âme, de récupération d'âme en stage ponctuel. Puis après, on a un truc sur la le diamant essénien, donc là, qui est plus quand même une construction d'une roue de médecine qui méritera probablement un livre au futur parce que c'est quand même un sacré outil. Voilà, donc qui est pas bien vieille cette roue de médecine. Justement, on a profité du confinement pour la créer avec ma compagne Sophie. Donc c'est de la créa, mais une créa spirituelle. Donc c'est un bel outil et qu'on met en marche petit à petit. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup, Florent. Bonne soirée à tous. Merci à toi, Lucas. C'était un grand honneur, un grand plaisir de te retrouver. J'ai pas identifié toutes celles et tous ceux qui ont été présents, mais c'était très, très bon de voir quelques noms connus quand même. Voilà. Stéphane, Emmanuel, Nathalie, je sais pas. J'ai vu plein de noms, puis là, ça Il y a m'échappe. du monde. Ouais. Ok, super. Allez, merci. Bonne soirée à tous et Merci. à très bientôt pour une prochaine conférence. Au plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.